je remercie Wes parce que je sais pas pourquoi il m'a choisi encore, j'ai pas compris. Il a vu Papicha, c'est un super film, Papicha. Il avait pas encore vu Papicha, c'était même pas encore sorti au moment où on a tourné. Lina Koudry, dans les studios de Verven Underground. Lina Koudry, César du meilleur espoir féminin en 2020 pour le film Papicha de Mounia Medour. Lina Koudry est à l'affiche de La place d'une autre d'Aurélia Georges aux côtés de Sabine Azema. Le film sort demain. Bonsoir Lina. Salut Mouloud. Ce film parle d'usurpation d'identité mais également d'une amitié entre deux femmes. Tu joues le rôle de Nelly, une infirmière qui est sur le front durant la Première Guerre mondiale. Et un jour, Nelly prend l'identité de Rose, une jeune femme qu'elle a vue mourir sous ses yeux. Nelly se présente à sa place chez une riche veuve, Éléonore, dont elle devient la lectrice. C'est ça ? C'est ça. On a tout bien dit ? Tout bien dit, ouais. Se mettre à la place d'une autre, finalement, c'est bien ce que tu fais en ce moment sur les plateaux de cinéma tout le temps. C'est ça. Comment est-ce qu'on arrive à trouver sa place dans la vie quand on est tout le temps à la place d'une autre ? Non mais heureusement, je me perds pas dans mes rôles. J'ai des gens autour de moi, ma famille, mes amis. Quand je rentre le soir, c'est dur quand on part en tournage loin, 2 mois, 3 mois, et qu'on revient et on perd un peu ses habitudes, ses repères. Il y a toujours un petit temps, moi je dis une petite dépression de genre 2 semaines. Comme un baby blues, enfin. Ouais, un petit baby blues quand même, parce que tu quittes quelqu'un et que... Mais non, mais heureusement, c'est un métier. Mais ce que je veux dire par là, c'est trouver sa place dans la vie. Quand on passe de... tu rêves de faire ce métier et tout d'un coup, tout le monde rêve de travailler avec toi. Comment ça se passe pour trouver sa place dans la famille, dans les amis, dans l'équilibre ? T'es gentil, Mouloud, t'es gentil. Pas tout le monde rêve de travailler avec moi, mais c'est vrai que le passage à en faire un rêve et en faire un métier concrètement. Mais il y a du travail. Du coup, la transition, elle se fait pas du jour au lendemain. En plus, toi, on se connaît, donc tu sais que ça n'a pas été non, c'était facile. Du travail. C'est beaucoup de travail, c'est des années. Donc, le temps que déjà les gens autour de moi sachent que je veux faire ce métier, puis qu'ils en aient envie aussi pour moi, pour que je sois heureuse et que ça arrive finalement, ça veut dire que tu vois, autour de moi, ça va. Oui, c'est peut-être bizarre pour certains. Il y a peut-être des amitiés qui se font, qui se défont, des gens qu'on rencontre, des chemins qui, voilà. Mais voilà, la base solide autour de moi, elle est toujours la même. Et la place, elle est là, elle est à cet endroit. Tu es né en 1992 à Alger. Ton père est journaliste à la télévision algérienne et ta mère professeure de violon. C'était quoi le rapport à la culture, à la musique, à la maison ? C'était un rapport omniprésent, j'ai envie de dire, parce que la musique était là, parce que ma mère était prof de musique. Mon père était journaliste de télévision, donc hyper dans l'actu, et donc il y avait un vrai mix de culture, d'art et de politique et d'actualité. Et c'était tout le temps comme ça. J'ai été élevée comme ça, avec une conscience politique et un goût pour la culture qui m'ont transmis. Et c'est quoi ton rapport aujourd'hui avec l'Algérie ? J'aime ce pays pour toute la beauté, tout l'héritage, toute l'histoire, parce que pour ceux qui sont jamais à Alger, je les invite à y aller parce qu'il y a une âme, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Après, je suis plus énervée, un peu en colère sur d'autres points, sur la situation politique, sur la place des artistes. Il y a plein de choses qui me dérangent encore. Mais j'ai beaucoup d'histoires, de ce qu'on m'a raconté, des amis effectivement de mon père qui sont morts, assassinés, des connus, des moins connus, et puis des civils aussi. Des fois, enfin là, on parle d'une partie visible de la société, mais beaucoup de civils qui ont perdu la vie. Ton enfance a été imprégnée par les idéaux de la révolution algérienne, et ton père a d'ailleurs été menacé de mort en 94. Tu as 2 ans quand ta famille décide de quitter l'Algérie pour venir en France. Je le rappelle, donc ton père journaliste à la télévision algérienne, et c'était une époque où il y a eu la décennie noire, où toutes les voix qui s'élevaient en Algérie étaient menacées. J'imagine que ton père a dû perdre des amis, que c'était, enfin, on a tous de cette période des histoires comme ça dans les familles. Comment est-ce que toi, enfant, t'as vécu ça, même si t'avais pas du tout l'âge de t'en souvenir? Est-ce que ça a marqué quelque chose dans la famille? Ouais, ça a marqué quelque chose dans la famille, évidemment, parce que mon père, ça a été le seul de ses 10 frères et sœurs à être partis. Ma mère, pareil, la première à être partie, et ils avaient pas envie de partir, en fait. Ils étaient bien où ils étaient, donc moi, j'ai pas de souvenirs concrets, mais tu vis avec ça quand tu sais que c'est ton héritage et que, enfin, moi, ils ont pas
opté pour l'option on se tait, on dit rien, et c'est un tabou. Au contraire, ils m'en ont parlé tout le temps et j'étais hyper au courant de d'où je venais. Et, tu le portes comme un sac à dos, quoi, et tu sais d'où tu viens. Et... Ta famille et toi, ensuite, vous arrivez à Aubervilliers, dans le 93, et là, vous devez tout reconstruire, et seulement 2 ans après, vous partez en Allemagne parce que ton père y a trouvé un poste de journaliste sur une chaîne arabe. Tu y passes 1 an et tu reviens en France. Quand tu reviens en France, tu dis c'est chez moi. Oui, parce que déjà c'était, même si j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me souviens quand même de ma première maternelle, crèche, je sais plus, des premiers copains que je me fais en France, arriver à l'école et tout. Déjà il y a un espèce de déracinement inconscient, mais quand même où j'arrive dans un autre monde. Moi à l'époque je parle arabe et français, ensuite on me demande d'aller en Allemagne et j'apprends à parler l'allemand, j'oublie le français et quand je reviens je dois réapprendre à oublier l'allemand, réapprendre à parler français. Enfin c'était quand même pas facile en fait ces années-là. Et quand on revient en France, quand même il y a beaucoup plus de copains, même s'il n'y a pas encore la famille qui nous a rejoints après, mais à ce moment-là il y a quand même plus de copains, plus de solidarité et dans un quartier comme Aubervilliers, plus d'Algériens et donc on se sent un peu à la maison. À l'école, t'étais plutôt une bonne élève ? À ce moment-là, ouais. Il paraît que tu travaillais bien, appliqué, dingue de théâtre. Après ton bac, et c'est là à ce moment-là qu'on se rend compte, tu fais une licence d'art des spectacles avant d'être admis au Théâtre National de Strasbourg. Pour toi, est-ce que c'était important d'avoir un cursus académique ? Ouais, c'était important. De toute façon, j'avais pas le choix avec mes parents. Il fallait que je sois admise dans une grande école, un grand nom, une grande institution, un truc dur, un truc compliqué à avoir. Eux, ça les rassurait, me dire bon, c'est bon, de se dire que ma fille, elle est entre de bonnes mains. Ils pouvaient lâcher le truc. Ouais, il fallait que je passe par cette case. Et puis bon, tant mieux, parce que ça m'a servi. C'est quoi pour toi l'excellence ? Est-ce que je sais pas si ça existe vraiment, ça dépend du point de vue. Moi je trouve des actrices excellentes et d'autres non. Je sais pas, je saurais pas répondre à cette question. Je pense que si on est épanoui et que pour nous ça nous fait du bien et qu'on est fiers de nous, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on apprend en fait au Théâtre National ? À Strasbourg, qu'est-ce qu'on apprend ? Il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles nationales en France. Il y a le Conservatoire, le Théâtre National de Strasbourg, le TNB, celui de Bretagne. Et c'est des parcours un peu différents. À Strasbourg, c'est plus du théâtre moderne, c'est plus du théâtre des pays de l'Est et des intervenants encore vivants, là où au Conservatoire, c'est plus conservateur et c'est du théâtre classique, plus du Molière, du Racine, des Alexandrins. Voilà, c'est 2 écoles. Qu'est-ce qui te manque dans ce théâtre-là par rapport à ta vie aujourd'hui d'actrice de cinéma ? Qu'est-ce qui me manque, tu dis ? Le contact de la scène ? Ouais, ça me manque, mais j'ai la chance d'y retourner l'année prochaine avec Pascal Rambert au Bouffe du Nord. Et je suis contente que ça prenne ce chemin-là, parce que oui, effectivement, le cinéma, il y a un espèce de truc où ça te happe et t'as l'impression d'être prise dans un tourbillon. Alors c'est génial parce que c'est hyper excitant, il y a beaucoup d'adrénaline et tout, mais quand le théâtre, c'est le théâtre, quoi. C'est mon premier amour. Raconte-moi Bill Murray. T'as eu un échange avec Bill Murray ou c'est juste Ouais, non, Bill, on a passé beaucoup de temps ensemble parce qu'il était là pendant toute la période où j'étais à Angoulême. Invitez Bill Murray partout où vous pouvez l'inviter, tellement il est drôle, tellement il est gentil. Parce que c'est pas une légende, ça reste l'homme le plus drôle du monde en vrai, on est d'accord ? Ouais, c'est l'homme le plus drôle du monde en vrai. Et surtout, il est d'une gentillesse, mais il a envie que tout se passe bien autour de lui, que tout soit rire, joie, bonne humeur, et que même quand il travaille, et même s'il est hyper sérieux et que c'est un grand acteur et qu'il sait se concentrer, il a quand même ce truc où, par exemple, les jours off où il bossait pas lui et nous on tournait, il venait sur le plateau pour nous filer des petits carrés de chocolat. C'est rien, c'est marrant, mais c'est juste il avait envie que ça se passe bien et de nous décrocher un petit sourire. Et Lina Coudry, c'est quoi ton moment Bill Murray que tu n'oublieras jamais ? Mon moment Bill Murray que j'oublierai jamais, il y en a plein en plus, mais c'est ce gimmick qui revenait tout le temps et qui, en fait, il met son enceinte sur le bord de sa fenêtre pour faire danser les gens à l'extérieur. Et dès qu'il entend des pas, tu vois, il met sa tête et si tu danses pas, il se met à danser, il veut te faire danser. Là, comme ça a l'air un peu abstrait, mais à vivre, de voir Bill Murray à une fenêtre avec une enceinte à l'extérieur en train de danser à fond et d'attendre que tu lui rendes l'appareil, c'est tout le temps comme ça. Il traîne tout le temps avec son enceinte, c'est mettre l'ambiance.
Ouais, c'est un grand sourire, ce mec. Je sais pas pourquoi il m'a choisi encore, j'ai pas compris. Bah, il a vu Papicha, c'est un super film, Papicha. Il avait pas encore vu Papicha, c'était même pas encore sorti au moment où on a tourné. Raconte-moi comment ça s'est passé de te retrouver, de passer de Papicha à The French Dispatch. Ben, c'est vrai que c'était incroyable, c'est une expérience dingue et je suis hyper fière de faire partie de ce film, mais en même temps, c'est des gens, j'ai eu l'occasion de croiser des monuments du cinéma, que ce soit à la technique comme Milena Canonero, qui est une chef costumière, qui a 4 Oscars, qui a bossé sur Shining, sur Le Parrain, et Frances McDormand, Bill Murray. Enfin, c'est vrai que j'ai eu la chance, et merci Dieu encore, mais d'avoir fait partie de cette aventure. Et je remercie Wes parce que je sais pas pourquoi il m'a choisi encore, j'ai pas compris. Bah, il a vu Papicha, c'est un super film, Papicha. Il avait pas encore vu Papicha, c'était même pas encore sorti au moment où on a tourné. Et je me souviens que j'avais appris qu'on allait à Cannes pour Papicha quand on tournait le film de Wes à Angoulême. Il était hyper heureux. Frances aussi, elle était hyper heureuse. Ils étaient genre, t'as besoin de quoi? Frances, elle me disait, bon, si t'as besoin d'une robe, tu me dis, pas de problème et tout. Et non, j'ai passé un casting en fait. Ça s'est fait naturellement. J'ai passé un casting puis un deuxième et je l'ai rencontré. Et t'as dit Wes Wesh? Je l'ai dit, ouais. Non, je rigole. J'étais sûr que t'allais faire cette blague. Non, par contre, je l'ai envoyé. Il y a un montage photo où il y a sa tête et il y a genre un mec en survêt Lacoste et il y a écrit wesh, vraiment. Oui, voilà, c'est ça. Tu l'as déjà vu ce truc? Et je lui ai envoyé, ouais, il l'a déjà vu.